Il a pris le pouvoir au nom de la souveraineté. Mais c'est la dépendance qui a grandi autour de lui. Ibrahim Traoré, capitaine devenu chef d'État à 34 ans, promettait la rupture avec l'ordre postcolonial. Pourtant, son régime survit aujourd'hui grâce aux appuis extérieurs qu'il dénonçait hier. Sous les drapeaux du patriotisme, il s'est bâti une nouvelle architecture d'allégeance, militaire, religieuse, numérique. Le Burkina Faso, jadis point de passage pour les convois de l'aide, devient champ d'essai d'une géopolitique sans illusion. À chaque discours, Traoré parle d'indépendance. À chaque transaction, il signe un nouvel ancrage. C'est ce paradoxe que révèle l'année de Vessin. Le Burkina Faso occupe aujourd'hui une position disproportionnée par rapport à sa taille. Un territoire enclavé de 20 millions d'habitants, devenu neutre d'un basculement régional. Depuis la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré en 2022, la promesse est restée constante. Restaurer la sécurité, reconquérir l'intégrité du territoire, réaffirmer la souveraineté. Mais derrière ces mots, c'est un déplacement profond des équilibres stratégiques du Sahel qui s'opère. Traoré se présente comme le produit d'une fatigue nationale face à la guerre asymétrique. Mais il est aussi l'instrument d'une recomposition géopolitique plus vaste. La fin du cycle d'influence franco-africaine et la montée de nouvelles puissances de substitution. Les militaires qui l'entourent ne se contentent plus d'une rhétorique anti-impériale. Ils réécrivent les circuits d'alliance, les flux d'armement, la diplomatie énergétique. Chaque base, chaque contrat, chaque discours s'inscrit dans une compétition d'influence où la souveraineté devient une monnaie d'échange. L'enjeu dépasse Ouagadougou. Il concerne le modèle même de l'État post-crise en Afrique de l'Ouest. La question n'est plus de savoir si Traoré tiendra le pouvoir, mais quel type de pouvoir il incarne. Entre idéologie révolutionnaire et pragmatisme de survie, le Burkina trace la carte d'un nouvel équilibre. Un pays à la fois isolé et hyper connecté, fragilisé, mais central. Cette analyse explore cette dynamique complexe. La dynamique qui conduit à Ibrahim Traoré ne naît pas d'un seul événement, mais d'un enchaînement prolongé d'érosions simultanées, militaires, institutionnelles, symboliques. Dès 2016, les attaques djihadistes désagrègent les périphéries et déplacent les frontières de l'État vers les capitales régionales. L'armée, sous-équipée et mal coordonnée, devient un archipel de garnisons assiégées. À mesure que le pouvoir central perd le contrôle du territoire, la légitimité politique se déplace vers les unités de combat. Ce sont les officiers de terrain, non les ministres, qui incarnent la continuité de l'État. Les élites civiles, fragilisées par la corruption et la dépendance à l'aide extérieure, perdent leur capacité de médiation. La jeunesse urbaine, hyperconnectée et sans perspective, se tourne vers un imaginaire de revanche nationale. Dans cette fracture, la rhétorique de la souveraineté trouve un écho immédiat. Elle promet un ennemi clair et un horizon d'ordre. Lorsque le précédent chef de la transition échoue à stabiliser la situation, le coup d'État d'octobre 2022 n'est plus perçu comme une rupture, mais comme une correction. Ibrahim Traoré émerge alors comme la figure d'une génération militaire impatiente. Formée dans les écoles régionales, nourrie de discours panafricanistes et connectée à de nouveaux réseaux d'influence. L'effet de bascule est là. La crise sécuritaire devient prétexte à une refonte du système d'alliance. De cause en conséquence, la lutte contre l'insécurité se transforme en levier pour redéfinir les dépendances stratégiques du pays. Ibrahim Traoré n'est pas un produit du hasard. Formé à l'académie militaire de Ouagadougou, il appartient à cette génération d'officiers qui ont grandi dans la guerre, observant la décomposition progressive de l'appareil d'État. Sa carrière se déroule dans les zones rouges, là où la hiérarchie classique cesse d'exister. C'est dans cet espace d'autonomie contrainte qu'il forge sa légitimité, celle d'un commandant de terrain qui ordonne et survit. À 34 ans, il se retrouve à la tête d'un pays en état de siège moral. Son discours mélange deux registres,
le pragmatisme tactique du soldat et la ferveur idéologique du militant. Cette double tonalité crée un effet de captation. Les uns y voient un patriote, les autres un chef de guerre charismatique. Dans les faits, il agit comme un ingénieur politique. Il recode les symboles de la révolution burkinabé pour les adapter au langage numérique et militaire du XXIe siècle. Son image est calibrée avec une précision stratégique. Uniforme sobre, ton grave, référence à Sankara et au sacrifice. Diffusion virale de ses allocutions. Chaque apparition vise à consolider un imaginaire d'unité autour de la résistance nationale. Mais sous cette mise en scène, Traoré avance un agenda d'équilibriste. Centraliser le pouvoir tout en multipliant les relais extérieurs. Le capitaine se présente comme gardien de la souveraineté, mais il agit en stratège d'interdépendance calculée. Au début de 2023, un tournant majeur s'opère. Sous la pression d'une population épuisée par les attaques et d'une armée fragmentée, le capitaine Traoré décide d'expulser les forces françaises stationnées à Cambouin-Sine. L'opération, rapide et médiatisée, agit comme un séisme symbolique. Pour la première fois depuis l'indépendance, Ouagadougou ferme une base occidentale sans négociation préalable. Dans l'euphorie nationale, la décision est interprétée comme la preuve d'un courage souverain. Mais derrière cette image, un vide stratégique se crée instantanément. Les partenaires régionaux observent avec prudence. Les États voisins craignent l'effet de contagion politique. Les chancelleries occidentales suspendent leurs programmes de coopération. Traoré doit alors reconstruire en urgence une architecture sécuritaire alternative. C'est dans ce contexte qu'émergent de nouveaux acteurs. Conseillers militaires non occidentaux, coopération bilatérale opaque, flux d'équipements et de financement difficiles à tracer. L'État, pour survivre, s'appuie sur un réseau hétérogène de groupes de défense locaux et de partenaires extérieurs non conventionnels. Le contrôle du territoire devient un patchwork d'allégeances. Cette recomposition s'accompagne d'une mise en scène politique millimétrée. Défilé des volontaires pour la défense de la patrie, discours en uniforme, rhétorique de résistance panafricaine. Le régime capte la frustration populaire pour la transformer en cohésion autour d'une idée simple. Nous sommes seuls, donc nous devons être forts. Mais l'autonomie proclamée cache une dépendance fonctionnelle nouvelle, logistique, technique, informationnelle. Le pouvoir central se renforce en façade, mais son périmètre réel se déplace vers ceux qui contrôlent les flux. C'est à ce moment précis que le basculement cesse d'être idéologique pour devenir structurel. L'indépendance se mue en interdépendance géostratégique. Avant le coup d'État de 2022, le Burkina Faso faisait face à une dégradation continue. Près de 40% du territoire échappait au contrôle de l'État, plus de 2000 attaques avaient été recensées depuis 2015 et près de 2 millions de déplacés internes s'entassaient autour des centres urbains. Les forces de sécurité manquaient de munitions, de carburant et parfois même de soldes. La coopération militaire étrangère représentait plus de 60% des capacités opérationnelles de l'armée nationale. 2 ans plus tard, le tableau semble s'être inversé, du moins en apparence. Les opérations dites offensives locales ont doublé en fréquence. Une trentaine de communes ont été reconquises, et les corridors routiers principaux sont à nouveau praticables. Mais ce redressement a un coût. La militarisation de l'administration, l'extension des pouvoirs d'exception et l'érosion des contre-pouvoirs civils. L'État fonctionne désormais selon une logique d'urgence permanente. Sur le plan économique, le financement extérieur s'est partiellement réorienté. L'aide publique occidentale a chuté de 45%, remplacée par des accords bilatéraux non transparents. Les recettes minières ont augmenté, mais sous des contrats de gré à gré à durée limitée. En somme, le delta n'est pas une amélioration structurelle, c'est une reconfiguration des dépendances. Le Burkina Faso a gagné en autonomie symbolique, mais perdu en marge de manœuvre économique. La souveraineté se mesure désormais moins en territoire qu'en options stratégiques disponibles. 2 lectures s'affrontent autour d'Ibrahim Traoré. Pour certains,
Il est le restaurateur d'un État brisé. Selon eux, le capitaine a brisé le cycle de dépendance hérité de la France-Afrique, redonné confiance à l'armée et rétabli une forme d'unité nationale face au morcellement. Ils voient en lui la réincarnation pragmatique de Sankara. Un dirigeant qui parle le langage du terrain, refuse les dictats extérieurs et fait de la souveraineté un acte de gouvernance, non de rhétorique. Pour ses soutiens, les alliances nouvelles, qu'elles soient régionales, russophones ou panafricaines, ne sont pas des dépendances, mais des leviers de rééquilibrage dans un monde multipolaire. D'autres y voient une dérive classique de transition, la concentration du pouvoir sous prétexte d'urgence. Les purges administratives, la marginalisation de la presse, la surveillance numérique et l'idéologisation de l'armée sont interprétés comme les symptômes d'un autoritarisme de circonstance. La souveraineté invoquée devient instrumentale. Elle justifie tout, y compris l'isolement diplomatique. Dans cette perspective, le régime transforme la légitimité sécuritaire en légitimité politique, effaçant la frontière entre défense nationale et contrôle social. Ces deux thèses ne s'excluent pas totalement. Elles coexistent dans un équilibre instable. Traoré gouverne dans un espace où la centralisation est à la fois condition de survie et source de fragilité. Chaque victoire militaire renforce sa posture, mais chaque perte d'appui économique ou diplomatique en dévoile le coût caché. L'histoire récente montre que dans le Sahel, la souveraineté absolue n'est pas un État, mais une illusion de mouvement. Un incident particulier illustre cette complexité. Le silence n'était pas vide. Au cœur des transmissions interceptées après l'incident, une signature numérique inconnue est apparue. Un protocole de chiffrement non répertorié par les bases africaines, ni même par les partenaires russes récemment intégrés. Ibrahim Traoré en prit connaissance personnellement, ordonnant une contre-analyse discrète menée par une cellule restreinte. Les résultats montrèrent que plusieurs séquences d'impulsion provenaient non d'un satellite occidental, mais d'un relais temporaire installé dans une zone frontalière neutre. Cette découverte changeait tout. L'opération n'était pas purement exogène, elle avait bénéficié de relais régionaux. Autrement dit, le Burkina Faso n'avait pas seulement été observé par l'extérieur, il avait été trahi de l'intérieur. Ce constat réécrivait la dynamique de l'affaire. L'enjeu ne se limitait plus à un affrontement entre une puissance africaine émergente et les acteurs occidentaux. Il s'agissait désormais d'une guerre d'infrastructures, d'accès et de loyauté fragmentée. Et c'est là que la posture de Traoré prit un sens nouveau, non plus simple résistance souverainiste, mais assainissement du maillage informationnel du pays. Le miracle de la détection burkinabé s'expliquait aussi par une vigilance interne sans précédent. Sur le plan national, l'onde de choc fut psychologique. Le succès technique, confirmé par les images radars, transforma la perception du pouvoir. Ibrahim Traoré, jusqu'alors perçu comme un chef de transition, devint symbole d'un État capable d'agir sans tuteur. Les forces armées, galvanisées, consolidèrent leurs procédures de veille aérienne. Les ingénieurs formés localement gagnèrent en prestige. Dans les rues de Ouagadougou, la souveraineté cessa d'être un mot. Elle devint une expérience partagée, un réflexe collectif. Sur le plan économique, la sécurisation du ciel modifia la cartographie des risques. Les compagnies minières nationales purent reprendre certaines opérations suspendues, tandis que les investisseurs étrangers hésitaient face à l'incertitude politique. Cependant, cette recomposition permit l'émergence de circuits régionaux indépendants, coopératives d'exploitation, réseaux logistiques locaux, microfonds panafricains. L'économie burkinabé, longtemps grevée par la dépendance externe, connut un début d'autonomisation, encore fragile mais réel. Traoré encouragea cette orientation, misant sur la substitution technologique. Former, adapter, produire, plutôt que demander. Sur le plan diplomatique, le retentissement fut immédiat. Les chancelleries occidentales évitèrent toute reconnaissance officielle, préférant le silence prudent. Mais dans les couloirs de l'Union africaine, l'affaire servit d'exemple.
Des délégations du Mali et du Niger vinrent étudier la doctrine de défense intégrée du Burkina Faso. L'image d'Ibrahim Traoré devint celle d'un pivot, un officier jeune capable de rompre avec la logique d'assistance pour instaurer celle d'équivalence. Certains observateurs y virent de la naissance d'une nouvelle école de pensée militaire sahélienne, pragmatique et défiante. Dans la région du Sahel, la dynamique se propagea vite. Les pays voisins renforcèrent leur propre système de détection, partageant des données via des canaux non alignés sur les architectures occidentales. Cette coopération horizontale, bien que limitée, annonçait un glissement géopolitique, la défense du Sahel par le Sahel. En parallèle, des tensions larvées apparurent, notamment avec les États, plus dépendants de l'aide occidentale, craignant d'être entraînés dans un bras de fer prématuré. Mais le message symbolique demeurait plus fort que les divergences. Un précédent avait été créé. Le véritable effet de cette nuit n'était pas la destruction de 3 drones, but la recomposition silencieuse des rapports de force. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement défendu le ciel burkinabé. Il avait réécrit les règles de visibilité et d'autonomie stratégique pour toute une région. Dans une perspective optimiste, le Burkina Faso réussit à stabiliser ses zones frontalières et à formaliser des partenariats africains techniques. Une coopération trilatérale avec le Mali et le Niger se transforme en pacte de défense intégré. Ibrahim Traoré structure son pouvoir autour d'une technostructure militaire-civile, encadrée par une planification économique interne. Les écoles d'ingénieurs et les centres de communication deviennent prioritaires, réduisant la dépendance numérique. Le pays s'affirme comme un laboratoire d'indépendance fonctionnelle, ni aligné, ni isolé. La population, épuisée par les guerres, soutient la stabilité plus que la démocratie, créant un consensus de reconstruction. Dans un scénario plus réaliste, les succès militaires s'essoufflent. Les zones rurales replongent dans l'instabilité, et les recettes minières compensent à peine la baisse des aides. Le régime maintient son autorité par la centralisation, mais sans gain substantiel. Les alliances extérieures se révèlent coûteuses, et les nouvelles dépendances deviennent visibles. Technologies importées, flux financiers conditionnés, influence croissante d'acteurs non étatiques. Le discours souverainiste persiste, mais il sert surtout de ciment narratif face aux frustrations sociales. Le pays survit sans effondrement ni transformation réelle, une souveraineté d'équilibre instable. Dans une vision plus critique, sous la pression économique et la montée de la contestation interne, le pouvoir durcit son appareil de contrôle. Les institutions civiles sont marginalisées, la presse étouffée et l'armée fragmentée par des rivalités internes. Les partenaires régionaux s'éloignent, craignant un isolement contagieux. Dans ce scénario, le Burkina Faso s'enferme dans une logique de forteresse, où la souveraineté devient un réflexe défensif, vidé de contenu productif. Traoré reste au pouvoir, mais au prix d'une érosion de la légitimité révolutionnaire initiale. Entre ces 3 trajectoires, la variable clé demeure la capacité à institutionnaliser la souveraineté, c'est-à-dire à la transformer en mécanisme durable plutôt qu'en symbole réactif. La solidité apparente du régime Traoré masque un ensemble de fragilités imbriquées que l'on peut observer à travers plusieurs prismes. Le pouvoir repose sur une légitimité charismatique plus que constitutionnelle. L'absence de cadre clair pour la transition rend chaque décision dépendante de la figure du capitaine. Cette centralisation extrême crée une inertie décisionnelle. Sans relais autonome, le système ne sait ni déléguer ni se corriger. L'État fonctionne comme un corps sans mémoire institutionnelle. Malgré une rhétorique d'autonomie, l'économie nationale reste fragile. 70% des recettes publiques dépendent encore de secteurs vulnérables, or, coton, transferts informels. La chute des financements occidentaux n'a pas été compensée par une base productive interne. L'autosuffisance proclamée reste partielle et hautement volatile.
Les nouvelles alliances ont permis des avancées rapides en surveillance et en communication, mais elles introduisent aussi une dépendance invisible, celle des infrastructures critiques. Une rupture de flux technique ou une perte d'accès logiciel pourrait paralyser tout le dispositif militaire. L'État contrôle les discours, mais non les architectures qui les portent. La légitimité révolutionnaire repose sur la peur du retour en arrière. Or, si la fatigue sociale dépasse le seuil de résilience symbolique, le consensus patriotique peut se fissurer brutalement. L'idéologie souverainiste, si elle ne s'accompagne pas d'améliorations tangibles, risque de se retourner en désillusion collective. Ainsi, la force de Traoré n'est pas la stabilité, c'est la tension maîtrisée. Mais c'est aussi ce qui rend son système le plus vulnérable. Le pouvoir d'Ibrahim Traoré s'organise selon une géométrie concentrique plutôt qu'une hiérarchie classique. Au centre, un noyau militaire resserré de capitaines et commandants issus du bataillon de Kimbouensine, loyaux par camaraderie plus que par ses institutions. Ils forment la garde rapprochée du régime, à la fois organe sécuritaire et instance décisionnelle. Leur influence croît à mesure que les structures civiles s'effacent. Toute contestation interne passe d'abord par leur validation tacite. Autour de ce noyau gravite un cercle idéologique, composé d'intellectuels militants, d'activistes numériques et de communicateurs de terrain. Leur rôle, traduire la stratégie militaire en récit national. Ils produisent les symboles, les slogans, les récits historiques qui soutiennent la cohésion patriotique. Leur pouvoir repose sur la capacité à capter et orienter les émotions collectives, notamment via les réseaux sociaux et les médias d'État. Vient ensuite le cercle économique, plus diffus, constitué d'entrepreneurs liés au secteur minier et logistique. Ce groupe fournit la base matérielle du régime, en échange d'accès préférentiel aux contrats et au change. Sa loyauté est pragmatique. Elle dure tant que les flux financiers demeurent stables. C'est le maillon le plus fragile du système, exposé à la moindre fluctuation du marché aurifère ou aux sanctions indirectes. Enfin, un cercle extérieur regroupe les partenaires non occidentaux, fournisseurs de technologie et de sécurité. Leur influence est discrète mais réelle. Ils ne dictent pas, ils conditionnent. Traoré garde la façade de l'indépendance mais son autonomie dépend du maintien de ses relais. Le graphe du pouvoir burkinabé n'est pas pyramidal. Il est modulaire, adaptable, mais aussi hautement vulnérable à la défection d'un seul nœud stratégique. Tout commence par la quête d'autonomie et finit par la gestion de dépendance. Cette boucle résume la trajectoire d'Ibrahim Traoré. En expulsant les forces étrangères, il voulait libérer l'État, mais pour défendre ce nouvel espace, il dut bâtir un système parallèle, alimenté par des flux extérieurs qu'il ne contrôle qu'en partie. La souveraineté proclamée s'est transformée en équilibre précaire entre autonomie symbolique et interdépendance fonctionnelle. Chaque victoire militaire a consolidé la centralisation du pouvoir, et chaque centralisation a rendu la délégation plus difficile. À mesure que le régime concentre les leviers de décision, il se prive des mécanismes de respiration institutionnelle qui garantissent la pérennité. La stabilité dépend alors d'un facteur unique, la présence active du capitaine. Ainsi, la force du système, sa cohérence autour d'un seul centre, devient aussi son point de rupture potentiel. Sur le plan économique, la logique est identique. Les ressources minières, utilisées comme boucliers, alimentent une économie de guerre. Mais plus le pays extrait, plus il dépend de la logistique et des circuits informels qui soutiennent cette extraction. L'autonomie proclamée produit donc sa propre contradiction. Elle accroît la nécessité du contrôle externe. Cette tension s'étend à la sphère sociale. Le patriotisme collectif, moteur de résilience, se transforme peu à peu en dogme défensif. L'État, pour préserver sa cohésion, renforce la surveillance et la discipline, minant la liberté qu'il prétend protéger. Ce glissement imperceptible enferme la révolution dans un cycle de justification permanente. La boucle est ainsi refermée.
La souveraineté absolue n'existe que comme fiction utile. Traoré le sait, et c'est peut-être là sa lucidité tragique. Il gouverne non pas pour atteindre l'indépendance parfaite, mais pour retarder le moment où la dépendance redeviendra visible. Le parcours d'Ibrahim Traoré incarne une constante de l'histoire sahélienne. La souveraineté comme champ de tension, non comme état achevé. Sous son commandement, le Burkina Faso a tenté ce que peu d'États africains osent. Rompre avec la tutelle sans disposer d'alternatives pleinement opérationnelles. L'expérience a révélé une vérité simple. On ne se libère pas d'un système global. On en change seulement la forme d'intégration. L'année 2025 marque ainsi la fin d'une illusion et le début d'une maturité stratégique. La rhétorique du « nous seuls » a cédé la place à une logique de « nous relier ». Autrement, les nouvelles alliances africaines, régionales, technologiques dessinent un espace d'interdépendance choisi, encore fragile mais déjà structurant. Le Sahel devient une matrice d'expérimentation. Ni satellite de l'Occident, ni zone d'influence exclusive d'un autre bloc, mais zone grise où se réinvente la souveraineté en réseau. Pour Traoré, l'enjeu n'est plus la victoire militaire, mais la pérennité institutionnelle. S'il parvient à transformer la cohésion d'urgence en système stable, il aura fondé le premier modèle de gouvernance post-assistée du Sahel. S'il échoue, le pays retombera dans le cycle des transitions autoritaires, chaque coup d'État se prétendant la correction du précédent. L'ouverture régionale s'annonce décisive. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso partagent désormais une grammaire stratégique commune, la quête d'autonomie sous contrainte. Leur avenir dépendra de leur capacité à mutualiser leurs fragilités plutôt qu'à les additionner. Leur indépendance ne se mesurera plus en drapeaux, mais en infrastructures, données et continuité d'institutions. Le capitaine Traoré a réécrit le récit, non la réalité. Mais dans un Sahel saturé d'influence, c'est déjà un acte de puissance, imposer sa propre narration du monde avant d'en maîtriser les règles.